En fait, je voulais vous parler non pas de la façon dont on parle habituellement des reprises des mythes par les écrivains du XXe siècle. Ils ont été nombreux à le faire et il y a plusieurs façons de reprendre les mythes. Bon, on peut s'en servir comme de simples allusions culturelles, pour jouer aussi, ça peut être la matière d'une réflexion intellectuelle, ça peut être aussi un paravent pour se protéger, pour pouvoir traiter des sujets un peu délicats dans certaines circonstances, donc se cacher, se retrancher derrière le mythe, ça peut être assez utile. Mais en fait, ce que je voulais vous dire ce soir, c'était pas non plus vous présenter particulièrement Yourcenar et Giraudoux, c'était essayer de vous montrer une relation au mythe qui peut être un peu différente. Et voilà, c'est ça que je vais développer ce soir, c'est-à-dire une relation dans laquelle l'auteur établit un dialogue intime avec le mythe et va l'utiliser plutôt comme humus, comme terreau qui va nourrir son imaginaire. Et donc il va y avoir un va-et-vient entre la vie et le mythe. Donc les deux auteurs, je me rappelle comment on fait sur ça, c'est comme ça. Les deux auteurs dont je vais parler, donc Yourcenar et Giraudoux, ils ont été comme tous les autres, ils ont utilisé le mythe de façon, on va dire, assez classique. Ils ont repris des thèmes qu'ils ont un petit peu modifiés, ils ont transformés, mais ils ont eu aussi, ils ne sont pas les seuls, je les ai choisis parce que ce sont les auteurs sur lesquels je travaille habituellement, ils ont aussi chacun, de façon très différente, une espèce de, comme j'ai dit tout à l'heure, de dialogue intime avec le mythe. Et donc je vais vous montrer pour chacun de ces deux auteurs un exemple de cette relation un petit peu particulière. Je vais commencer par Marguerite Yourcenar et je vais vous présenter une œuvre, Feu, qui a été écrite en 1935, publiée la première fois en 1936. Et c'est une œuvre qui a ceci de particulier, vous voyez qu'elle est composée de 9 textes courts qui vont entre 3 et 9 pages, et ces textes sont séparés par, allez on va appeler ça des intertextes, qui sont des phrases, des pensées intimes, des extraits de journaux intimes de l'auteur. Et donc qui n'ont aucun rapport, a priori évidemment, avec chaque histoire. J'ai mis en rose les 5 personnages qui sont tirés directement de la mythologie. Ça sort marron ici, c'était noir sur le mien, on appelle donc en marron. Je ne sais pas si vous voyez marron, c'est noir, peu importe. Les 3 personnages qui sont issus de la culture grecque antique, mais pas le mythe. Et Marie-Madeleine, qui vient, évidemment, tout le monde la connaît, du monde biblique. Alors, dans sa préface, Marguerite Yourcenar nous dit que ce livre a été le produit d'une crise passionnelle et qu'il met en scène des passions absolues où l'amour total, là je la cite, s'impose à sa victime à la fois comme une maladie et comme une vocation. Et donc, elle s'appuie sur le mythe qui va lui servir de paravent, qui va la protéger, c'est-à-dire qu'elle vit une passion destructrice, elle veut la travailler, mais elle ne nous raconte pas son histoire, elle nous raconte l'histoire de tous ses personnages, et en même temps, elle peut travailler cette expérience douloureuse. Donc l'intérêt du mythe, ça va être d'abord de la protéger. Elle ne nous raconte pas du tout les détails de son aventure. Et ça va être aussi bien pour elle que pour le lecteur, de donner de multiples facettes de la passion, et donc d'ouvrir à une certaine universalité. Vous savez que c'était la marotte de Yourcenar qui voulait toujours trouver une dimension universelle dans ce qu'elle faisait. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes ces histoires, là c'est beaucoup trop long. Si ça vous intéresse, ben, je vous engage à lire Feu.
Ce que je vais faire, c'est essayer de voir un peu comment c'est construit, justement pour vous montrer l'emmêlement du mythe et de la vie, et comment elle va utiliser ça, non pas de façon, on va dire, intellectuelle ou extérieure, mais vraiment mélangée, mêlée à sa propre histoire. Alors, là vous avez les mêmes titres, mais présentés différemment, parce que vous voyez qu'il y en a 9, et donc au centre, il y en a un. Et c'est Léna, je vais y revenir tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le premier, l'histoire de Phèdre, donc le livre commence par l'histoire de Phèdre, qui va se suicider pour l'amour d'un homme. Phèdre, je pense que tout le monde connaît. La Phèdre d'Yourcenar est assez passive. Et elle le dit d'ailleurs qu'elle va s'engouffrer dans la mort, comme aspirée par le vide qui va être créé par la mort d'Hippolyte. Donc il y a une espèce de passivité, elle est vraiment la victime du destin de sa famille, où beaucoup de femmes ont des problèmes, vous connaissez tous, Pasiphae, Ariane, etc. Et le dernier texte, Sappho, donc Sappho c'est une poétesse grecque, chez Yourcenar elle devient une acrobate, mais en tout cas c'est une artiste, et ce qui est intéressant c'est que donc la dernière femme, le dernier personnage, ça s'appelle Sappho ou le suicide, comme vous avez vu tout à l'heure, mais comme le titre ne l'indique pas, Sappho ne va pas se suicider, elle va rater son suicide. Et Sappho, c'est une femme qui est amoureuse d'une femme, qui l'abandonne et qui souffre tellement qu'elle veut se suicider, effectivement, mais elle est très active. D'abord, elle essaie d'oublier, elle essaie de la rechercher, elle essaie d'oublier dans les bras de quelqu'un d'autre, et elle décide finalement de se tuer. Bon, elle n'y arrive pas, et elle sera donc sauvée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe, donc, on part d'un personnage très passif, qui meurt, à un personnage qui veut toujours mourir, mais qui ne meurt pas, et qui est assez actif dans sa relation avec, à la fois avec sa douleur et avec sa décision de mort. Et ce cheminement, d'une femme à l'autre, là, du début à la fin de l'œuvre, passe au centre par Léna, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui s'appelle donc Léna ou le secret. Alors si on regarde maintenant un petit peu on va dire peut-être des thèmes qui apparaissent, dans les 4 premières histoires, donc jusqu'à Antigone comprise, on va trouver des images de confusion, d'inversion, de chaos, rien n'est ce qu'on croit qu'il est, ou c'est le contraire de ce qu'on croit qu'il est, etc. Par exemple, dans Achille, bon, Achille est déguisé en fille pour échapper à la guerre de Troie, mais elle imagine qu'une des filles parmi lesquelles il se cache, et elle, au contraire, très virile, très masculine, et qu'on la prend pour Achille, quand on vient le chercher. Donc il y a cette espèce de... Il ne sait pas très bien qui il est, il cherche un peu qui il est. Il n'est ni Dieu, ni homme, fils de déesse, il ne sait pas trop où il est, Achille. Dans Patrocle, on a aussi des images comme cela. On vous dit que le jour ressemble au soir, que les rochers ressemblent à des tours à des rochers, quelqu'un qui est allongé près d'un mort ressemble au mort, enfin bon, il y a vraiment une espèce de confusion. Et ça arrive jusqu'à Antigone, où on vous dit qu'à Thèbes, les dormeurs ressemblent à des suicidés. Donc dans ces 4 premiers textes, je vais donner juste quelques petits exemples, vous avez ce thème qui montre l'état de désarroi et de déstabilisation totale dans lequel la passion a plongé les personnages, et évidemment Yourcenar derrière ces personnages. À partir d'Antigone et jusqu'à Clytemnestre, il va y avoir une nouvelle idée qui apparaît. Cette idée, ça va être l'idée du sacrifice que l'être aimant, l'être qui aime, accepte de faire de soi, sacrifice évidemment, à l'être aimé. Et il y a une idée de soumission totale à l'être aimé, et même d'échéance, en particulier, je pense en particulier à Marie-Madeleine, et même de déchéance dans laquelle l'être qui aime, évidemment de façon malheureuse, accepte de tomber. Alors, je vous ai mis en rouge chaque fois les textes dans lesquels ce thème est beaucoup plus présent que dans les autres, même si c'est toujours plus ou moins là. Et alors, je vous ai mis chaque fois une citation
qui se trouve dans les intertextes. Yourcenar ne raconte jamais sa vie privée, son expérience privée, mais vous voyez qu'elle nous met en scène l'histoire de personnages, de femmes qui se sacrifient jusqu'à la mort pour Antigone. Évidemment, elle fait partie du lot. Jusqu'à se prostituer pour Marie-Madeleine, jusqu'à se couper la langue pour Léna, on verra tout à l'heure. Mais elle-même, dans les intertextes, dans ces phrases de journaux intimes, où elle s'adresse directement à l'être aimé, dont elle ne dit pas le nom, vous voyez qu'elle dit « fais de moi ce que tu voudras ». Donc elle est dans le même état d'esprit, si vous voulez, que ces femmes qui sont prêtes à se sacrifier à l'homme qu'elle aime. Donc je vous ai parlé de Léna, je vais vous parler un peu de Léna maintenant. Léna ou le secret qui est au cœur. Léna, c'est une esclave, c'est l'esclave d'un homme dont elle est accessoirement la maîtresse, mais qui adore cet homme, mais vraiment de façon absolument absolue. Et tout va à peu près bien jusqu'au jour où cet homme va rencontrer un autre homme et va former couple avec lui. Et évidemment, Léna va redevenir la servante qui ne regarde pas, qui ne l'intéresse pas. Ces deux jeunes gens, c'est Harmodios et Aristogiton. Bon, c'est peut-être l'histoire, mais ça c'est une parenthèse. Et ils vont tuer le tyran d'Athènes, Hipparque. Et Léna, qui est leur servante, ça c'est Yourcenar qui imagine cette suite, Léna, qui est leur servante, va être arrêtée, torturée, parce que la police pense qu'elle sait des choses. Or, elle ne sait rien, elle a été complètement mise à l'écart. Alors, par orgueil, par esprit de sacrifice, ou peut-être pour vouloir souffrir autant que l'homme qu'elle aime et qui vient d'être tué, Léna va se couper la langue pour ne pas, nous dit Yourcenar, dévoiler le secret qu'elle n'avait pas. Alors là, on est dans quelque chose de très intéressant. On est au cœur de l'ouvrage. Et l'histoire de Léna, la langue coupée en moins, c'est l'histoire de Yourcenar. C'est l'histoire de sa crise passionnelle, puisque Yourcenar, au début des années 30, est tombée follement amoureuse d'un homme qui aimait les hommes, et il s'agit d'André Frénoux. On le sait un petit peu par ses biographes, elle a essayé de gommer un petit peu toute cette période, elle a très très peu dit de choses, et le secret, c'est aussi le secret que Yourcenar pose sur cette histoire, tout en parlant. Alors, on a une autre idée dans ces textes qui est liée à celle-ci, qui est l'idée que l'homme aimé est comme un dieu pour la femme qu'il aime. Là aussi, je vous ai mis les textes dans lesquels c'est le plus fort, mais c'est quelque chose qu'on trouve même dans d'autres œuvres postérieures de Yourcenar. Cette idée que quand une femme aime un homme, il devient comme un dieu à ses yeux. Vous voyez que j'ai mis, comme d'habitude, comme dans les textes, vous avez l'auteur qui parle, qui s'adresse à l'homme qu'elle aime sans espoir, en lui disant, vous voyez, donc, je supporte tes défauts, sans au défaut de Dieu, tu es Dieu, tu pourrais me briser. Donc il y a comme un écho, un effet de miroir entre les textes et les pensées personnelles de l'auteur. Dans tout le texte, dans tout le recueil, on a aussi la présence systématique et absolument obsessionnelle de la mort, bien sûr, que ce soit la mort à laquelle on assiste et dont on souffre, on voit mourir quelqu'un qu'on aime, que ce soit la mort que l'on donne à quelqu'un d'autre ou la mort que l'on se donne. Et en fait, les 4 titres que je vous ai donnés, ce sont ceux dans lesquels il est question de suicide quand même. Ça fait presque la moitié, ce qui est assez énorme. Et vous voyez que là aussi, dans l'intertexte, l'auteur parle de mourir pour arrêter le temps, et je tiens de toi le bout de la mort, dit-elle donc à Frénoux, entre guillemets. Lié à la mort, évidemment, pourquoi quelqu'un a envie de mourir? Parce qu'il souffre. Et là aussi, la souffrance, la douleur qui est présente dans tout le recueil, en particulier dans ces 4 textes, c'est une douleur qui est à la limite du supportable. Et on retrouve ce dialogue entre les pensées de l'auteur et les histoires des femmes qu'elle met en scène. Donc je ne sais, j'ai peur de ne pas savoir m'y prendre avec ma douleur. J'ai au fond de moi ma douleur comme une espèce d'horrible enfant. En fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'au centre, il y avait Léna. Mais Léna, c'est le noyau dur. Mais
juste avant Léna, si vous vous souvenez, il y a Antigone, et juste après, il y a Marie-Madeleine. Et en fait, on a un deuxième centre un peu plus large, et si vous vous souvenez, Antigone ou le choix, Léna ou le secret, Marie-Madeleine ou le salut. Et donc le choix, le secret, le salut, c'est assez intéressant. On a vu que les personnages devenaient un peu plus actifs à partir d'Antigone, il y a quelque chose qui se passe là, et on va... Dans ces trois textes, on est au cœur de la problématique de Feu, qui est le salut de cette jeune femme, de Yourcenar, qui a été un moment brisé par cet amour impossible, et qui peut-être, en partie évidemment, pas seulement, mais en partie grâce à ce travail, oui, je vais répéter la même chose, ce dialogue très intime avec le mythe va pouvoir, peut-être pas surmonter, il lui faudra certainement autre chose, mais en tout cas mettre en mots et se dégager de cette crise passionnelle et la dépasser. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup plus tard, en 1980, dans un entretien, elle dit que lorsque Sappho, vous vous souvenez, la dernière, tente de se suicider et n'y parvient pas, le mythe de nouveau prend le dessus, le mythe de l'artiste sauvé par l'exercice de son art. Et il y a évidemment tout lieu de penser que l'artiste sauvé par l'exercice de son art, c'est également, évidemment, Marguerite Yourcenar. Et elle le dit aussi dans la préface que écrire ce recueil d'histoires a été pour elle un bal masqué, finalement. Elle prend différents masques, elle se cache derrière tous ces personnages, mais qui a été pour elle une des étapes d'une prise de conscience. Alors, je ne sais pas, peut-être que la prise de conscience, c'est aussi, d'une certaine façon, l'idée que Dieu, c'est peut-être pas forcément l'homme aimé, que le salut est peut-être tout simplement en soi-même et dans la pratique de son art. Et le dernier intertexte, qui est en fait le dernier texte, la dernière page, c'est presque quasiment l'avant-dernière ligne du texte, où elle y après Sappho, Yourcenar dit « Je ne me tuerai pas, je crois que je vais pouvoir me mettre à construire ». Donc le salut de l'auteur, de l'écrivain, est assuré, mais il était déjà un petit peu annoncé au début, puisque dès le second intertexte, elle disait que la mort pour la tuer aurait besoin de sa complicité. Et après avoir fait ce parcours, et en partie, je pense, grâce au mythe, elle décide de ne pas être complice de la mort. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu ce travail. Ce n'est pas un travail intellectuel, ou ce n'est pas simplement une utilisation comme ça du mythe, c'est vraiment une incorporation, je dirais, du mythe, une intégration aux émotions de l'auteur, et qui va lui permettre d'élaborer quelque chose et d'échapper, et de dépasser finalement cette expérience. Voilà, j'en ai fini avec Yourcenar. Je vais passer maintenant à Giraudoux, et ça va être complètement différent. Pour Giraudoux, je ne vais pas m'appuyer sur une œuvre. On trouve chez Giraudoux un travail, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les mythes assez classiques, c'est-à-dire je prends un mythe, j'en fais une pièce de théâtre, bon, ou alors je joue avec, je fais des allusions. Mais il y a aussi 4 éléments mythiques qu'il va utiliser. Alors pour bien profiter de cela, il faut lire toute son œuvre. Il faut lire tous ses romans, toutes ses pièces de théâtre, tous ses entretiens et ses essais, et même sa correspondance. C'est impressionnant de voir l'unité, si vous voulez. Il n'y a pas de coupure quand il écrit une lettre, même à une femme qu'il aime, donc c'est une lettre intime. On voit apparaître des images que l'on retrouve dans des œuvres littéraires. Et donc il y a ces 4 thèmes. Alors Narcisse, je ne fais pas l'injure de vous le présenter, vous le connaissez tous, ce jeune homme qui meurt lorsqu'il se contemple dans une source. Il y a les ombres des enfers. Alors les Grecs croyaient que quand on mourait, notre corps perdait sa consistance mais gardait sa forme, et qu'il allait donc pas vivre mais résider dans un lieu dont on nommait les enfers, qui veut dire pays des morts pour les Grecs, hein, c'est pas les enfers comme chez les chrétiens. Et il se passe pas mal de choses aux enfers, parce que finalement on nous dit que personne ne peut y aller vivant, qu'on s'ennuie beaucoup quand on est une ombre aux enfers, mais il y a plein de héros qui se promènent, qui vont faire des tas de choses, et donc dans les textes poétiques on apprend finalement pas mal d'informations là-dessus.
Donc Giraudoux va utiliser, va se baser un petit peu sur ces hommes des enfers, on va voir comment il les utilise. Il y a un autre mythe qui est le mythe de l'androgyne que l'on trouve dans le banquet de Platon. Alors je vais très très vite là aussi, mais en gros, au début de l'humanité, l'être humain était double. Et il était heureux, il était magnifique et il était très fort. Et il a voulu évidemment, je crois que la maladie des hommes, il a voulu aller s'attaquer à Zeus. Et Zeus, pour l'affaiblir, l'a coupé en deux. Et donc, depuis, chacun cherche sa moitié pour reformer le couple originel et pour trouver le bonheur. Le dernier thème mythique, c'est pas vraiment un mythe, c'est un thème, quelque chose qu'on trouve dans l'Iliade, le thème de la pesée. Le thème de la pesée est lié aux balances à deux plateaux. Hein. Et ce thème-là, on le trouve à deux reprises dans l'Iliade, quand Zeus veut peser le destin des Grecs et des Troyens pour savoir qui va gagner la guerre, ou d'Hector et Achille pour savoir lequel va mourir quand ils vont se battre. Et donc, ce thème, Giraudoux va le reprendre. Alors, il utilise un petit peu partout, c'est très épars, dans son œuvre, des images, soit de Narcisse, soit des ombres, soit l'androgyne, enfin, soit de la pesée, mais souvent vous avez des connexions entre deux. Il y a deux ou trois images qui vont ensemble. Et quand on lit toute l'œuvre, finalement, on se rend compte que ces quatre forment un tout, ces quatre thèmes ou mythes forment un tout cohérent qui se transforme en mythe personnel à Giraudoux. Alors, on va commencer par Narcisse, c'est le premier mythe. Attendez, là je suis allée trop loin, alors Zig m'a dit, il ne faut surtout pas que tu recules. Si, j'arrive, ça va. Pour le premier thème, Giraudoux n'a pas écrit de texte sur le mythe de Narcisse, mais il est très présent dans toute l'œuvre. On rencontre des reflets, des doubles, des personnages qui se regardent dans la glace, dans des rivières, qui se regardent dans n'importe quelle surface réfléchissante. Donc c'est vraiment très présent. Alors il faut savoir une chose, Giraudoux a la réputation d'être léger, superficiel, mais il faut quand même savoir une chose, c'est que lorsqu'il parle de poésie, il est toujours sérieux. Et lorsqu'il parle aussi de ses amis morts à la guerre, il est toujours sérieux aussi. Et on va voir que le thème du miroir, il le lit bien sûr, il s'amuse avec, il y a plein d'histoires un peu amusantes, mais il le lit aussi à la connaissance de soi, conformément au mythe bien sûr. Et par exemple dans littérature, voilà, à propos de Nerval, qu'il admire beaucoup, il dit que le poète est celui qui lit sa vie comme on lit une écriture renversée dans un miroir, et c'est lui donner par cette réflexion qui est le talent et la vérité littéraire un ordre qu'elle n'a pas toujours. Et littérature, c'est un recueil d'essais et de conférences qu'il a écrit et dans lesquels il est assez sérieux. Et je pense que cette idée de donner à la vie un ordre qu'elle n'a pas toujours par le miroir de la réflexion littéraire, c'est peut-être un but que se fixait Giraudoux. Et je pense que pour lui, c'était une idée importante. Donc pour lui, on a l'impression que le poète, c'est comme un Narcisse, mais un Narcisse qui, au lieu de mourir de cette confrontation avec le miroir, met à profit son expérience et accède du coup à la créativité. Le miroir, je vous ai dit qu'il y avait toutes sortes de surfaces réfléchissantes qui pouvaient servir de miroir. Donc une des surfaces, c'est l'autre. Dans la guerre de Troie n'aura pas lieu, vous avez Hector qui ne veut plus faire la guerre et qui explique à sa femme pourquoi. Parce qu'avant il tuait son ennemi, c'était le contraire de lui-même, c'est facile de tuer son ennemi. Mais le dernier Rome qu'il a tué, il dit à Andromaque, donc cette fois j'étais agenouillé sur un miroir, cette mort que j'allais donner c'était un petit suicide. Et vous savez qu'à partir de là, si vous connaissez la pièce, si vous ne la connaissez pas, lisez-la, il ne veut plus faire la guerre. Il va accepter des choses absolument inacceptables pour arriver à ne pas faire la guerre. Donc vous avez une présence, vous voyez, assez importante de cette relation de reflet. Et de même, dans Adorable Clio, qui est un ouvrage dans lequel il parle de la Première Guerre mondiale, à laquelle il a participé, il est en train de regarder un canal gelé, donc il réfléchit l'image,
Et à propos de ce canal, il dit « Aucune tranchée ne rendra ainsi, si l'on se penche, le reflet de la guerre, du tué de la guerre qui vous ressemblait le plus. » Alors, le miroir, c'est un thème qui nous ouvre sur le double. Hein. Si je me regarde dans un miroir, il y a il y a un double. Le double, on le rencontre aussi avec l'ombre. On a vu le deuxième thème, l'ombre aux enfers. Donc l'ombre, c'est aussi mon ombre, c'est mon double également. Donc ces deux images vont s'enrichir l'une l'autre. Alors Giraudoux va beaucoup jouer avec l'ombre. Il va vous parler de l'ombre des enfers grecs, bien sûr. Il va parler du spectre, du fantôme, hein, de l'ombre liée à la lumière. Et là, c'est là qu'on a l'aspect ludique le plus important, et même les ombres chinoises. Et il joue beaucoup avec ça. Mais les ombres des enfers grecs, on les rencontre souvent quand il parle de ses amis morts, et beaucoup d'amis morts à la guerre, parle d'eux comme des ombres des enfers, et dans deux romans, c'est dans des passages assez douloureux, assez poignants, qu'il utilise l'image des enfers. Par exemple, dans Simon le Pathétique, au moment où il y a toute une scène entre Simon et la jeune femme qu'il aime, qui est décrite comme s'ils étaient aux enfers, comme s'ils étaient des ombres aux enfers. Et à la fin de cette scène, la jeune femme dit à Simon qu'elle est fiancée, et que donc c'est là qu'il apprend qu'il n'a aucune chance avec elle. Et donc c'est un déchirement quand même. Et dans Suzanne et le Pacifique, cette jeune fille qui est isolée sur une île déserte pendant 4 ans, au bout d'un moment, la solitude, même si son île est un petit paradis, au bout d'un moment, la solitude, c'est lourd à porter. Et il y a un moment où elle est très 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 mal, et il y a un moment où on décrit l'endroit où elle se trouve comme un champ des enfers, et elle est en perdition, elle consomme des drogues, elle oublie un peu le vocabulaire, elle a envie de se tuer, etc. Et c'est dans cette scène-là qu'après, elle va se ressaisir, si vous voulez, pour après retrouver un élan de vie qui va la sauver. L'ombre, c'est aussi l'ombre, notre ombre qui nous suit, qui nous précède, qui prend des formes différentes. Et là, on trouve partout des exemples dans l'œuvre. Et Giraudoux souvent s'amuse. Et je vais vous donner un exemple. Vous voyez, dans Premiers écrits, il nous dit qu'en passant devant les becs de gaz, les ombres passaient devant eux. Ils s'amusaient quand elles étaient à leurs pieds, à marcher sur leur propre tête. Bon, là, ils s'amusent, il n'y a pas plus loin. Et dans l'intermezzo, il utilise à peu près la même situation, on marche sur des personnes. C'est Isabelle qui dit « Vous ne vous amusez jamais à piétiner à leur insu l'ombre des personnes que vous aimez, à vous y loger, à la caresser. » Et là, il y a un autre thème qui vient derrière, c'est le thème de la fusion, et on se rapproche du thème de l'androgyne et du couple idéal, de la fusion des corps qui symbolise, la fusion des ombres qui symbolise celle des corps, des esprits, des cœurs, et pour former le couple auquel Giraudoux, je pense, a aspiré toute sa vie. Donc, il montre assez souvent dans d'autres textes aussi cette image des ombres qui s'enchevêtrent pour former un couple. Alors, de façon purement comique, Elpénor, c'est un texte où il s'amuse vraiment du début jusqu'à la fin. Et vous voyez qu'Elpénor se promène aux enfers, il rencontre la belle Hélène, et puis il est très fier parce que justement, quand il s'approche d'elle, leurs ombres se mélangent. Alors Elpénor, qui est très laid, dont l'ombre se mélange à celle de la belle Hélène, est très content, il raconte tout ça à tout le monde, il est très fier. Mais regardez la suite, cette confusion, représentée pour Laïonos, c'est un jeune garçon qui commence à être dans les émois de l'amour, ce qu'il croyait être l'amour. L'amour, c'est entrer dans un être qui entre en vous, contenir un être qui vous contient, etc. Et cette mixture de deux ombres lui semblait la seule réalité. Donc vous avez un jeune homme qui est encore plein d'idéal sur l'amour et qui imagine l'amour justement comme cette fusion. On le trouve aussi dans Conte d'un matin. Donc c'est un couple qui se promène au Palais des Glaces, et donc nous pouvions à peine au milieu de toutes nos images retrouver notre vrai corps. Nos têtes seules étaient désunies au-dessus de notre corps fondu. Et là, ça nous amène ce corps, un physiquement et en même temps avec les deux têtes, ça
ça nous amène aux frères siamois. C'est un sujet qui fascinait vraiment Giraudoux. Donc on a l'androgyne platonicien et les frères siamois. Donc pour Giraudoux, le couple idéal, si on arrive à trouver la bonne moitié, est possible, et dans ce cas, il est indissoluble. Et donc uni comme le couple androgyne ou comme des frères siamois. Dans la petite, non c'est pas la petite sirène, pardon, dans Ondine, la petite sirène qui tombe amoureuse du balourd chevalier Hans, lui fait une proposition, et justement elle lui dit donc qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait nous faire que nous serions soudés l'un à l'autre, comme le sont certains jumeaux. Ce serait une ceinture de chair qui nous tiendrait à la taille. J'y ai pensé, elle serait souple, elle ne nous empêcherait pas de nous embrasser. Les femmes pensent à tout, bien sûr. C'est ce couple-là que dans Sodome et Gomorrhe, écrit en 1943, et qui est une tragédie, puisque la pièce se termine par la fin du monde, rien de moins, Dieu veut détruire le monde, sauf s'il trouve un couple, un vrai couple. Et il envoie un ange sur terre pour chercher un couple. Et l'ange parle à Lia, à une femme, en lui disant qu'il n'y a jamais eu que le couple. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme l'un après l'autre, ni l'un de l'autre. Il a créé deux corps jumeaux unis par des lanières de chair. Il a tranché depuis dans un accès de confiance le jour où il a créé la tendresse. Et ces corps jumeaux, c'est évidemment l'androgyne primordial platonicien. C'est ce couple-là, je crois que je n'ai pas besoin de le préciser, que ni l'ange ni Giraudoux ne trouveront, parce que ce rêve de retour à l'unité originelle, apparemment, ne se réalise pas dans ce monde. Et il semble que la faute originelle, pour Giraudoux, ça soit précisément la séparation de ce couple androgyne. Il a été tellement fasciné par les siamois qu'il a essayé d'écrire une pièce sur le sujet qui n'est pas achevée, qui n'est pas terminée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un des fragments, il montre les deux membres du couple, hommes et femmes, qui sont comme déséquilibrés quand ils sont l'un loin de l'autre. Hein. Donc les sœurs siamoises disent « Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont malheureux ces humains ». Quand vous avez un couple qui se sépare, ils sont déséquilibrés. Et on dirait qu'ils vont tomber, il leur manque un morceau. Donc cette image nous amène au dernier thème dont j'ai parlé, qui est celui de la pesée. Et très fréquentes les allusions à la pesée sous différentes formes dans l'œuvre de Giraudoux, c'est presque obsessionnel. Dans la guerre de Troie n'aura pas lieu, Hector, qui représente donc les Troyens, Ulysse, les Grecs, doivent discuter, et comme Ulysse est un beau parleur, Hector a un petit peu peur, il dit « je vais perdre dans ce combat de parole ». Et Ulysse lui dit que non, ce sera une pesée, parce qu'ils ont l'air d'être dans le plateau d'une balance. J'ai mis des petits points parce que je n'ai pas cité toute la scène. Il parle, chacun apporte ce qu'il est dans le plateau, dans son plateau, et au bout d'un moment, Hector se rend compte que la balance s'incline du côté d'Ulysse, et effectivement, nous savons que ce sont les Grecs qui ont gagné la guerre de Troie. Donc cette pesée, elle est vraiment, cette idée de balance, on la trouve partout. Elle prend des formes diverses. Alors, il y a l'idée de contrepoids qui apparaît souvent, d'exactitude, il parle de lois de la pesanteur qui peuvent être faussées, pipées, la notion d'égalité, d'équilibre. Alors évidemment, il y a la justice, mais ce n'est pas très important chez Giraudoux, il n'y a que 2 ou 3 références à la balance de la justice. Et il y a le personnage très sympathique, qui est le contrôleur des poids et mesures, qui intervient comme un Deus ex machina et qui est comme un sauveur dans Intermezzo et dans Suzanne et le Pacifique. Le sauveur des jeunes filles, c'est le contrôleur des poids et mesures. Donc Giraudoux va élaborer autour du lourd et du léger un certain nombre d'images, et le léger est toujours valorisé. Par exemple, dans La Menteuse, on nous dit que Nelly, qui a 2 amants, pèse ses 2 amants et qu'elle constate que l'homme qu'elle aime est celui qui est plus léger que l'autre. Et dans la guerre de Troie n'aura pas lieu, les femmes nous apprennent qu'elles détestent ce qui est lourd. Donc le léger est toujours valorisé chez Giraudoux, mais d'une façon plus sérieuse, et je pense que c'est la phrase qui va peut-être le mieux résumer ce qu'il pense.
c'est dans littérature, encore, non, voilà, dans littérature encore, où il nous dit que la révélation d'un génie en France, il l'oppose un petit peu à l'Allemagne, se traduit presque toujours par un supplément d'aération et non de poids. Et peut-être que le fait qu'il cultive la légèreté dans son écriture est peut-être lié aussi à cela. Alors, je pense qu'avec les mythes, Giraudoux, avec ces mythes-là, Giraudoux les a utilisés comme, là aussi, lui aussi, comme un matériau qui a nourri son imaginaire. C'est une espace qui a alimenté son imagination de façon très vivante et qui lui a permis de créer un nouveau mythe personnel. Bon, ce n'est pas le seul exemple, hein. Il y a d'autres exemples où on voit qu'il part d'un mythe et puis il arrive à quelque chose de très personnel. Vous voyez qu'il y a une cohérence, pardon, j'ai oublié de changer voilà, la dernière photo, il y a une cohérence symbolique entre ces quatre thèmes, parce que chaque fois, on a un et deux en même temps. Narcisse et le double, les ombres des enfers, l'androgyne et la balance. Les deux plateaux sont complètement indispensables l'un à l'autre, indissociables. Et c'est pour ça que je pense qu'on pourrait appeler ce mythe personnel de Giraudoux qui travaille ces quatre thèmes en même temps, le mythe de l'un multiple originel, parce qu'il a un souci de retrouver l'unité originelle, mais l'unité originelle est duelle. Alors, je n'ai pas vraiment de conclusion, je voulais simplement vous montrer, par ces deux exemples, que le mythe, il peut être, comment dire, le mythe, il peut devenir quelque chose de froid, d'académique, de pas très intéressant, de poussiéreux, enfin vous pouvez mettre tous les adjectifs que vous voulez, mais il peut aussi, et il pourra, je crois, toujours, demeurer source vive. Mais pour demeurer source vive, ce n'est pas la qualité du mythe qui est en jeu, c'est la qualité de la personne qui reçoit le mythe et de ce qu'elle en fait. Auteur, artiste, ou vous, moi, chacun peut se nourrir des mythes de façon tout à fait riche. Et je voulais terminer juste par cela, que si je veux faire du bricolage et que je prends un marteau et que je me tape sur les doigts, ce n'est jamais de la faute du marteau. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Lucien a envie de me parler. Ah oui, Lucien, il meurt d'envie. Je le vois trépigner depuis tout à l'heure. Non, pas du tout. Il brûle, il trépigne. Non, je réfléchis. Non, je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt dans le travail que tu fais à définir de façon plus précise ce qu'on appelle le mythe? Oui. Parce que du côté du Yourcenar, évidemment, chacun des deux se construit un mythe personnel à partir d'images un peu de briques et de broc. Mais dans le cas des 9 figures de Yourcenar, je ne vois pas trop où est le mythe. Certaines de ces figures ont un peu les pieds dans la mythologie, mais pour l'essentiel, sont des figures semi-historiques en fait. Que ce soit il y en a 5 sur 9 qui sont mythiques. En quoi mythique? Ce sont des personnages qui appartiennent à la mythologie. Mais pas au sens du tout où l'androgyne est un mythe. C'est tout à fait autre chose, du point de vue du sens même. Et oui. On parle bien du mythe des Atrides, du mythe d'Oedipe, voilà, bon, on va pas... Il y a à l'origine quelque chose... sur le mythe. Il y a à l'origine quelque chose qui est mythique, mais les personnages en question, ils sont quand même entre ce que tu appelles le mythe et puis la réalité semi-historique. Justement. Non mais attends. Dans le cas de Giraudoux, oui, on est dans le mythe davantage, mais là encore sur des choses différentes. L'androgyne, c'est l'histoire racontée par Aristophane, est un mythe inventé. Mythe platonicien, on appelle ça les mythes platoniciens. Tandis que Narcisse, les enfers et les extraits de l'Iliade, là, on est un peu plus dans des histoires mythologiques. Oui. On n'est pas sur le même plan, c'est ce que je veux dire. Comment? Oui, mais il a mélangé tout ça pour en faire quelque chose. Il a fait ça, là. Oui. Mais quand tu mélanges des éléments aussi hétéroclites, tu peux te demander ce que ça donne au final. Moi, je trouve qu'il y a
quand même, enfin, je ne parle pas du total, mais je parle plutôt du Yourcenar. Moi, les figures que Yourcenar met en scène et qu'elle fait tourner, même si elles s'en construit un mythe personnel, ne me paraissent pas relever du mythe au sens où l'androgyne, par exemple, relève du mythe. Voilà, tout ce que je veux dire. Question de définition, en fait. Même Claude Lévi-Strauss, après 50 ans d'études, il a dit je ne sais toujours pas faire la différence entre les deux. Il a dit que le mythe était un bricolage. Oui, justement. Lévi-Strauss a même dit que lorsque Freud interprète le mythe d'Oedipe, il donne une nouvelle version du mythe d'Oedipe. Mais oui, mais Donc, l'histoire de la Dacile, c'est bien une histoire mythologique. Là, je suis d'accord. Mais bon, l'histoire de Sappho, est-ce que c'est mythologique? Non, mais j'ai mis des couleurs différentes. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui étaient en rouge ou en rose, je ne sais plus, qui étaient des personnages tirés de la mythologie. Tu ne peux pas dire qu'Achille n'est pas un personnage de la mythologie. Oui, bon. Tu ne peux pas dire que Clytemnestre n'est pas un personnage de la mythologie. Et effectivement, Sappho, Phédon, Léna ne sont pas des personnages de la mythologie. Je les ai mis en autre couleur, dans une autre couleur. Le mot mythe, ça vient de mythe. Et je ne peux pas, travailler. Je ne peux pas travailler juste sur 5. Je veux dire, le recueil faisait un tout quand même. Oui. Donc, il fallait bien que je parle des autres textes. Oui, d'accord. De même que la pesée, c'est pas un mythe, hein, je suis désolée. La pesée, c'est pas un mythe. La pesée, c'est un thème, c'est 3 vers qu'on retrouve à 2 endroits de l'Iliade. C'est exactement les mêmes, il n'y a que les noms qui changent, les noms des personnages qui changent. Mais c'est intégré dans une histoire qui est mythologique. On va appeler ça un épisode d'une histoire mythique, si tu veux, bien sûr. Dans le cas d'Yourcenar, ce sont donc des histoires qu'elle raconte qui sont autant de messages adressés à quelqu'un, si je comprends bien. Non, justement, Yourcenar, elle raconte les 9 textes, elle prend des histoires de la mythologie, elle raconte l'histoire de Phèdre, elle raconte l'histoire de Clytemnestre, elle raconte l'histoire d'Antigone, à sa façon évidemment, parce que de toute façon quand tu reprends un mythe, c'est toujours des modifications. Elle ne parle pas du tout d'elle. Là où elle parle d'elle, c'est dans ce que j'ai appelé les intertextes, dans ces extraits, et qui ouvrent le recueil et qui le ferment, et qui sont entre chaque c'est finalement histoire. Ce qui adresse en fait le Donc, texte. Ce qui est anecdotique, si tu veux, l'anecdotique, l'histoire, ce n'est pas d'elle. L'anecdotique, c'est ce que nous connaissons, ce que nous savons que Clytemnestre a fait, ce que nous savons qu'Antigone a fait, ça appartient à ces personnages, même si elle fait des modifications. Ce qui lui appartient à elle, c'est les intertextes, c'est les pensées, les extraits de journaux intimes, enfin bon, ce que vous voulez quoi. C'est ça. Mais ce qui lui appartient à elle, comme vous avez vu, ce que j'ai cité, c'est tout sauf anecdotique. C'est-à-dire, c'est le ressenti. Hein, c'est j'ai envie de mourir, c'est tu es un dieu, fais de moi ce que tu veux, c'est ça. Mais c'est pas du tout l'histoire. Il n'y a aucune. On ne sait rien sur son histoire. On sait qu'elle a souffert, qu'elle a eu envie de mourir. Je veux dire que les intertextes ne sont adressés à personne, au fond. Il s'adresse, elle le dit à tu, il s'adresse à toi, c'est-à-dire l'homme qu'elle aime, mais qu'elle ne nomme pas. C'est bien ce qui me semble, c'est bien adressé. En fait, c'est un amour impossible qu'elle cache derrière ses mythes. Et comme elle éprouve une passion, elle a travaillé, au lieu de mettre en scène sa propre passion, pour moi, elle n'a pas créé un mythe personnel là-dedans. Donc, si j'ai fait comprendre ça, c'est pas vraiment ça. C'est qu'elle a utilisé le mythe, le travail sur le mythe, pour travailler son histoire personnelle. Je vois plutôt les choses comme ça. Tandis que Giraudoux, oui, il a vraiment il a refabriqué autre chose. Il a fait du neuf avec du vieux. Je pense que je revenais juste sur la formule que tu utilises en disant que le mythe est utilisé pour cacher. Oui, tout à l'heure, un paravent. Voilà, alors que en fait, le mythe est utilisé pour révéler. Oui. C'est parce qu'il cache qu'il peut dévoiler. Voilà, donc est-ce que tu pourrais revenir un peu sur... Oui, parce que si elle n'avait pas, je pense que si elle n'avait pas pu dire des choses par le biais du mythe, elle n'aurait rien dit. Donc le mythe permet, j'ai déjà travaillé ça donc en fait, elle ne cache pas, elle révèle en fait plutôt. Oui, elle révèle plutôt. Oui, c'est parce qu'il cache, si tu veux, c'est parce qu'il permet de cacher l'intime qu'il révèle le problème, si tu veux. Hein, comme elle utilise le mythe, elle ne va pas dire il s'appelait comme ça, il était comme ça, je l'ai connu dans telle circonstance, il m'a dit ça, le grand méchant, j'ai souffert, j'ai voulu. Tu vois, elle ne dit pas tout ça. Ouais, donc elle dit par contre que Clytemnestre, son mari, lui a fait ça, il lui a fait ça, il lui a fait ça, et que Phèdre, elle aimait l'autre, qu'il n'aimait pas. Donc ça, elle dit les détails des autres. Donc elle cache, mais
cachant tout ce qui est anecdotique, justement, elle peut révéler l'essentiel qui est sa souffrance, son désir de se suicider, voilà. C'est ça que j'appelle un paravent. Et par exemple, si on prend la guerre de Troie n'aura pas lieu pour Giraudoux, où il utilise le mythe comme paravent en 1935, où c'est une pièce quand même bien pacifiste. Bon, ben, comme on parle de la guerre de Troie, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. Tandis que, regarde, pendant la guerre, quand Sartre a écrit Les Mouches, il a eu l'autorisation de la censure de jouer les mouches, alors qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit sur scène devant, à Paris, l'homme est libre. Hein. Giono, à la même époque, il a écrit Le Voyage en calèche. C'était l'histoire des guerres napoléoniennes, donc quelqu'un qui résistait à l'invasion des Français. Et il n'a pas eu le droit de publier son texte. Ça a été refusé par la censure, parce que c'était de l'histoire trop récente. Donc le mythe, il protège un petit peu, tu vois, tu peux dire des choses. Pourquoi est-ce que c'est un mythe? Et oui, c'est ça. Oui. C'est ça que je voulais dire. En quoi est-ce que c'est un mythe? Mais Quand tu non, dis J'ai pas Giono, il a Non, écrit, mais etc. Il n'y a aucun. Il n'y a pas de mythe. Mais non, mais justement, comme c'était pas un mythe, la censure a refusé son texte. Il n'a pas eu le droit de le jouer ni de le dire publier. à l'abri de l'histoire légendaire, on Oui. peut publier ce qu'on veut. Ouais, quand la censure est un peu bête. Bon, enfin, bon, Bah, d'accord. C'est comme ça que ça s'est passé avec les mouches. Oui, La mouche s'est passée. Les mouches, c'est une. Mireille, le mot de mythe, il me semble que tu l'emploies dans des sens extrêmement différents. Parce que le mythe a quand même un sens précis. D'abord, il est référence à une mythologie, en l'occurrence à la mythologie grecque. Oui. Mais en quoi est-ce que Léna, par exemple, est une figure mythique? Non, j'ai dit que ce n'était pas un personnage mythique, Mais Léna. alors pourquoi la mets-tu dans les... Mais c'est pas moi qui l'ai mise, c'est Yourcenar. C'est Yourcenar. Elle est dans l'ouvrage. Yourcenar, dans Feu, a utilisé Elle des l'appelle- personnages elle de la mythologie. Elle l'appelle mythe, ça? Non, elle l'appelle pas mythe, mais elle a utilisé. Si, elle le dit quand même. Quand elle parle de sa crise passionnelle, de ce que j'ai mis dans le titre là, elle parle de l'intime emmêlement du mythe et de la vie à propos de cette période où elle a écrit Feu. Donc elle-même dit qu'elle a utilisé le mythe pour... Oui, mais alors, voilà. dans ce cas-là, Mais- elle entend mythe au sens de récit allégorique. Oui, c'est Voilà, Justement là, tout moi ce qui est j'ai bien symbolique séparé, devient j'ai mythe, fait alors, exprès de mettre des couleurs différentes, j'ai bien séparé ce qui relevait du mythe et ce qui n'en relevait pas. D'ailleurs, intime, tu changes l'ordre des syllabes, ça fait un mythe. Attends, j'ai pas compris. Non, je dis ça, c'est un peu plus Non, si, c'est Mais intime, quand tu changes l'ordre des syllabes, ça fait un mythe. Oui, Donc le mythe est la voie royale pour l'intime. oui, on pourrait dire ça, c'est une jolie conclusion. Oui. Oui, Jacques. Oui, et tu emploies l'expression de mythe personnel, qui est extrêmement connotée, puisque c'est une expression qui a été inventée par Charles Moron et qui a une tonalité nettement psychanalytique. C'est un des métaphores obsédantes Oui, du c'est vrai. personnel. Donc là, tu ne l'emploies pas dans un sens. Là, je ne savais pas comment dire autrement. Oui, c'est une thématique en fait. L'expression Moi, pour ça, je je la la- pourrais tantôt comme ça. C'est quand même tellement... Le mot mythe, il a été déformé, hein. Tu le prends de la c'est plus civilisation. qu'un thème, je pense, parce que c'est vraiment... Ce sont les histoires. Oui. c'est plus qu'un thème. Parce Parce que dans Lévi-Strauss, le mythe, c'est la première forme de pensée Oui. modélisée. C'est ça. C'est ce qui est entre la pensée empirique et la pensée empirique. théorique. Ouais. Donc c'est un intermédiaire. C'est un récit allégorique général des origines Oui, mais ça, pour les origines, c'est qui une contient, femme. qui contient un sens. Absolument. Allégorique. Et les origines qui est un Aux- sens, qui est aux qui est un sens origines. Moi, symbolique. j'aime pas le mot allégorique, mais bon. Et pourtant, Non, mais c'est littéralement ça. c'est ça, C'est c'est les pauvre, origines. allégorique. C'est littéralement ça. Oui. Hein? Non, non. Si tu dis que l'allégorie est pauvre, alors là, non, non, surtout pas. Peut-être. Quand tu emploies l'expression mythe personnel, au fond, tu l'emploies au sens d'histoire que quelqu'un se raconte. C'est un peu ça, pour se cacher derrière, ou en tout cas pour dissimuler l'intime. Non, il ne se cache pas. Ben, ça, de toute façon, oui. Il fait... là, c'est pas une question de se cacher. Là, quand il fait un... je prends un autre exemple très rapidement. Il y a quelque chose, bon, que les Gérald-Lucien appellent un mythe personnel, on peut ne pas l'appeler comme ça. Le thème de la ville natale, centre du monde, le Limousin, Bellac, etc. Tu connais Lucien, tout ça, hein, qui est vraiment très très important chez Giraudoux. Et tu te rends compte, en fait, que à 4 ou 5 endroits de son œuvre, il parle du géant hanté. Vous connaissez le géant hanté, ce géant donc qui
reprenait des forces quand il touchait terre. Puis, donc, pour le vaincre, il a fallu le soulever de terre pour le vaincre. Et il ne parle jamais, il n'emploie jamais le mot hanté, le nom hanté, il n'en parle jamais. Il parle une fois d'un géant qui avait besoin de toucher le sol, mais à 3 ou 4 reprises, il parle de ce besoin de toucher la terre pour reprendre des forces, etc. Bon. Et donc le mythe, entre guillemets, Dante, il parle, il se cache pas, il n'a pas besoin de se cacher là, hein, parce que, mais il le nourrit, si tu veux, son truc au lieu du mythe personnel. Son histoire. Tu vois ce que je veux dire? Là, quand tu donc dis... là, c'est pas pour se cacher. Quand tu dis originel, il y a quand même la référence au mythe comme source. Alors là, c'est l'homme originel, c'est-à-dire à l'origine, il y a l'homme. Oui, mais je sais, voilà. Oui, mais dans le mythe, le mythe au départ, c'est quand même une histoire, comme disait Jacques, qui, pour apprendre aux descendants l'histoire, les leçons des ancêtres d'origine. C'est vrai que maintenant, ça a été déformé, parce que, par exemple, aux États-Unis, on parle du mythe Lincoln, on parle du mythe Kennedy. Bon, est-ce qu'il y a une référence à la mythologie grecque? Non. Encore que, bon. Mais ils sont devenus un mythe, mais c'est pas la même définition que ça. Donc là, je me demande s'il n'y a pas tout un espèce... Chez Yourcenar, il y a définitivement un mélange de ça. On est que là. Ça a beaucoup évolué, le monde bac, quand même. Ben oui, la notion du mythe, oui, mythe et mythologie. Oui, mais quand tu prends le Baudrillard, mythe et mythologie, c'est pas la même chose que les Atrides. Hein. Ouais. La Deux Chevaux et Brigitte Bardot, je vois pas la ouais, voilà, exact. Je vois pas Vous savez que dans le dictionnaire Brunel des mythes contemporains, je sais pas quoi, il y a Bernard Tapie quand même dans les entrées. Oui, mais ça, c'est les termes des mythes. Dans le dictionnaire littéraire, le dictionnaire des mythes féminins, il y a un dictionnaire des mythes contemporains. Pardon. Il y a le mytho, le mythé. Voilà, les mythomanes. Mais bon, non, j'emploie pas le mot mythe pour ce Le mythe se cache souvent dans le tapis. D'où le mot termite. Merci. Et celui qui se perd dans le